Au sommaire de cette édition, notre enquête sur un double meurtre. Mathilde et Daniel sont assassinés chez eux. L'arme du crime, un gâteau empoisonné. Quand je suis rentrée dans le living, j'ai découvert les deux corps étendus par terre. La porte de la maison n'a pas été fracturée. Daniel et Mathilde ont donc été assassinés par quelqu'un qui les connaissait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, c'est eux. Notre reportage avec les policiers de la brigade ferroviaire. Sur le réseau RER, ils patrouillent dans les gares où des vols avec violence ont été signalés. Vous avez une raison de me contrôler? Oui, on a une réquisition. Voilà, on va vous la présenter. Réquisition du procureur. Des contrôles de routine qui réservent parfois de drôles de surprises. C'est une forme de taser, c'est une matraque électrique en fait. Un jour avec Josiane Mazouz, une jeune grand-mère de 58 ans. Depuis 5 ans, elle se bat pour avoir le droit de voir ses petites filles. Je suis anéantie. Je me dis, c'est pas possible. Je dois être une paria, je dois être une mauvaise mère. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'on me traite comme ça? Elle a demandé au tribunal d'Aix-en-Provence de trancher le conflit qui l'oppose à son fils et à sa belle-fille. On ampute nos enfants de leur lignée, de leur héritage, voilà, de leur histoire. Mais d'abord, notre enquête sur un double empoisonnement. À Fresnes-les-Envins, en Belgique, Mathilde et Daniel forment un couple de personnes âgées que tout le monde apprécie. Mais en mars dernier, ils sont assassinés chez eux. Daniel et Mathilde ont été empoisonnés par des gens qu'ils connaissaient. Je trouvais que c'était pas des gens pour rentrer en relation avec mes petits vieux, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, c'est eux. Quand je suis rentrée dans le living, que j'ai découvert les deux corps étendus par terre. J'ai mangé. Et je crois que tout doucement, je suis sorti partir. Isabelle serrait tellement fort qu'elle en avait mal aux mains. Elle a un peu relâché la prise. Rosita lui a glissé un « je t'aime ». Mais Isabelle a serré encore plus fort jusqu'à ce que ma fille rende son dernier souffle. Ce matin-là, vous êtes arrivée comme tous les lundis matins? Oui, comme tous les lundis matins. Depuis 5 ans, Janine s'occupe du ménage de Daniel et Mathilde, un couple de retraités. Le lundi 23 mars, elle arrive à 8 h du matin. Mais elle est loin de se douter que dans quelques minutes, elle va découvrir l'horreur. Je garde toujours ma voiture là, et dès que ma voiture est garée, pour quand j'arrive à la porte, il a ouvert la porte, quoi. Et là, tout à fait bizarre, il n'ouvrait pas. Et c'est alors que j'ai commencé à toquer à la porte sans réponse. J'ai sonné et après je me suis avancée à la fenêtre et là j'ai vu que les rideaux étaient tirés, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, quoi. Daniel avait 73 ans et Mathilde 78. Le couple habitait depuis longtemps dans cette maison isolée. Ils n'ont jamais eu d'enfants, mais à Fresnes-les-Envins, tout le monde les connaît. Mariés depuis 50 ans, ils s'apprêtaient à fêter leur noce d'or. C'était des gens qui étaient très ouverts, même des dires de certains, même peut-être trop gentils. Et donc, ils étaient toujours prêts à aider les autres. Il y a effectivement beaucoup de témoignages qui se recoupent disant que c'était des gens qui ouvraient facilement leurs portes, qui donnaient vite leur confiance aux gens. Et effectivement, dans ce contexte-ci, on pourrait dire qu'ils ont peut-être été trop gentils, trop crédules et qu'ils ont ouvert leurs portes trop facilement. Parmi ces personnes qui entrent régulièrement chez Daniel et Mathilde, il y a une certaine Jacqueline Der, une marginale de la région. Jacqueline boit beaucoup et vit de petits boulots. Elle a sans cesse besoin d'argent. Quand j'ai commencé à aller chez eux, quoi, ils étaient déjà en contact avec. Donc c'était une personne qui passait régulièrement avec la publicité. Et lui, bon,
Chaque fois qu'il passait, ils lui offraient quelque chose à boire, quoi, mais elle en a pris l'habitude. Je trouvais que c'était pas des gens pour rentrer en relation avec mes petits vieux, quoi. Pourquoi? Parce que c'était toujours dans le but d'avoir quelque chose. Un peu de sous? Oui, elle demandait toujours un peu d'argent, quoi que ce soit, et lui ne refusait jamais. Jacqueline Der habite un petit appartement de la cité Florival, à Renay. Quelques pièces remplies d'objets disparates et tapissées de poussière. Chaque jour de la vie de Jacqueline se résume à trouver quelques euros pour survivre. Je lui disais toujours, ne donne plus d'argent parce que bon, un jour ou l'autre, toi tu en auras besoin, tu n'en auras plus. Et je dis, tu devrais arrêter quand même qu'elle vienne te voir. Et la femme, Mathilde, elle était très... elle me comprenait, elle voulait pas les voir. Janine sait que Jacqueline Der doit passer ce week-end chez le couple de retraités. Et elle tente de dissuader Daniel de la recevoir. Avant de partir, je lui dis, fais attention, je dis, téléphone-leur qu'ils ne viennent pas. Et sa femme encore, elle me dit, ouais, j'aimerais bien qu'ils restent chez eux. Mais lui, il ne m'a pas écouté, quoi. Quand vous dites qu'ils restent chez eux, ça veut dire qu'ils venaient à plusieurs? Mais bon, parce qu'il m'avait dit que Jacqueline venait avec sa fille et la copine, quoi, qui venaient à 3. À 3? Oui. Il y a quelques mois, Jacqueline Der avait présenté sa fille Isabelle et Mélissa, la compagne de sa fille, au couple de retraités. Les 3 femmes passaient de temps en temps, mais elles avaient une idée derrière la tête. Un projet criminel. Le dimanche 22 mars, il est prévu que les 3 femmes viennent prendre le goûter avec Daniel et Mathilde. Et dans le voisinage, on aperçoit un étrange va-et-vient autour de la maison. Je vois 2 femmes. Mais moi, je pensais que c'était un ménage. Parce qu'il y en avait une, après qu'on a su que c'était des femmes. Et elle a les cheveux courts et tout, on aurait dit un homme. Alors, donc, ici, je dis, contre mon mari, ben, je dis, tiens, que je dis, Daniel, ces gens sont arrivés. Il y a de la visite. Et puis, une autre femme est arrivée, mais question de fraction de seconde, hein, pas longtemps après. Et là, celle-là, je l'avais bien pris pour une femme, parce qu'elle avait les cheveux plus longs et plus forte aussi, ouais. Vers 16h, Jacqueline, sa fille Isabelle, accompagnée de Mélissa, arrive comme prévu chez Daniel et Mathilde. Surprise, les 3 femmes ont apporté un gâteau qu'elles ont préparé elles-mêmes. Après cette visite, le couple de retraités ne donnera plus aucun signe de vie. C'est le lendemain matin que Janine arrive chez Mathilde et Daniel. Personne ne lui ouvre la porte. Inquiète, elle décide de passer par l'arrière de la maison. J'ai passé la première clôture. Et alors, c'est quand je suis arrivée à la 2e clôture que je me suis aperçue que la véranda était toute grande ouverte. Une fois à l'intérieur, c'est le choc. Janine fait une macabre découverte. Et c'est à ce moment-là que je me suis avancée, quand je suis rentrée dans le living, que j'ai découvert les 2 corps étendus par terre, quoi. La dame était étendue sur le dos, bras et jambes ouvertes, avec rien qu'une chaussure, les lunettes à côté d'elle. Mais lui, il avait le visage côté par terre, quoi. Donc je n'ai pas vu son visage. La femme de ménage garde son sang-froid. Que s'est-il passé? Double suicide ou meurtre? Daniel a-t-il tué Mathilde avant de se donner la mort ou ont-ils été assassinés? Effrayée, Jacqueline appelle les secours et patiente devant la maison. Très vite, la police arrive sur les lieux et découvre les 2 cadavres. Étonnamment, la maison est bien rangée et il n'y a aucune trace d'effraction. Les enquêteurs ont conclu que Daniel et Mathilde connaissaient leurs agresseurs. L'audition des voisines va mettre les policiers sur une piste, celle de Jacqueline et de sa fille. Elle dit, moi je pense que c'est qui, parce que c'est quand même des drôles de gens. Et avec ceux qui racontaient, qui avaient dit à Nicole qu'elle avait déjà fait de la prison et tout ça. Et... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, c'est tu. Je le sentais. Gâteau empoisonné, ça je ne... Non. Ça je ne... Non, ça j'étais pas... Il ne faut que quelques heures aux policiers pour localiser les 3 suspectes. Elles n'ont pas tenté de fuir ou de se cacher. Mais dans un premier temps, le trio nie toute implication dans le double meurtre.
D'emblée, lors de leurs auditions, Isabelle Dert a toujours nié complètement les faits. Elle a nié toute implication, elle a même nié le fait d'avoir été sur les lieux, ce qui était en contradiction finalement avec les témoignages des voisins, par exemple, mais aussi en contradiction avec les témoignages de Mélissa et de Jacqueline qui disaient qu'elle avait été sur place. Les trois femmes jurent qu'elles ne savent rien de ce qui s'est passé. Mais un témoignage va ruiner leur système de défense. Marie-Jo ne vit pas très loin de la maison de Daniel et Mathilde. Cette voisine possède un jardin et de temps en temps, elle apporte des fleurs au petit couple. Ce dimanche après-midi, elle arrive à un bouquet de fleurs à la main. Quand je suis arrivée, il y avait des mobylettes qui étaient là et il y avait une dame à l'intérieur avec qui j'étais occupée de discuter. Le courant entre les personnes qui étaient là ne passait pas. Donc là, je ne me suis même pas assise. C'est la première fois que je suis restée debout. Marie-Jo perçoit le malaise sans imaginer une seconde le drame qui se prépare. Elle rentre chez elle et c'est le lendemain qu'elle apprend la terrible nouvelle. J'ai appris le crime le lendemain soir à la télévision, à nos télés. Donc avant ça, j'étais au courant de rien du tout. La police judiciaire était là, donc j'ai été me présenter, expliquer un petit peu, dire que j'étais présente le dimanche après-midi, quoi. Le témoignage de Marie-Jo, celui des deux voisines et celui de Janine, la femme de ménage, se recoupent. Il n'en faut pas plus pour que la police judiciaire reconstitue le film des événements. Les trois femmes ont écrit un scénario mortel, comme une recette de cuisine que l'on suit étape par étape. Tout d'abord, il y a le gâteau. Elle le prépare elle-même et y ajoute un ingrédient, des somnifères puissants, réduits en poudre, qu'elle verse sur le gâteau. Qui se méfierait d'une pâtisserie? Une fois arrivé chez Daniel et Mathilde, le café est à table. Il ne reste plus qu'à servir le gâteau. Mais tous n'en mangent pas. Daniel est gourmand, il déguste plusieurs morceaux. Il tombe le premier. Mathilde, elle, mange moins et met du temps à s'endormir. Trop de temps. Les tueuses lui passent un sac sur la tête et l'étranglent. On pouvait voir très manifestement des marques de strangulation. Ce qui était étonnant, c'est de voir l'absence de désordre. Ensuite, elle fouille les tiroirs et vole les quelques centaines d'euros qu'elles y trouvent. Avant de quitter les lieux du crime, Jacqueline, Isabelle et sa compagne Mélissa rangent la maison et les restes de gâteaux pour tenter de faire croire à un crime de rôdeur. Mais la police retrouve très vite la trace des tueuses au gâteau. La presse sort l'information et on découvre avec stupeur que ces pâtissières de la mort n'en sont pas à leur coup d'essai. Nous sommes dans la Sprinterstraat à René. C'est ici que le petit gang a déjà sévi. Leur victime est un ancien boulanger à la retraite. Âgé de 80 ans, Julien vit seul dans cette petite maison. Julien se disait que ça pourrait être bien d'avoir une aide ménagère. Et donc il s'est dit, pourquoi pas, moi à mon tour, demander un peu d'aide à Jacqueline. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à trouver quelqu'un pour m'aider dans mes tâches ménagères. Jacqueline sympathise avec Julien qui aime se sentir moins seul. La femme lui dit qu'elle connaît 2 jeunes filles qui pourront l'aider pour le ménage. Julien se montre intéressé et quelques jours plus tard, Isabelle Dert et Mélissa se présentent à la porte de Julien. Elles arrivent avec un cadeau, une tarte au flan. Un lundi, il y a donc, comment dirais-je, deux jeunes femmes qui viennent. Ah, c'est ici qu'on cherche quelqu'un pour donner un coup de loc. Ah, j'ai dit oui. On fait ça pour toutes les personnes d'âge qu'on connaît. Bon. Alors, mais on a apporté une petite tarte. Eux ont mangé leur pain et moi j'ai mangé ma petite part. Pas de problème, on prend de choses et autres. Julien est ravi et les 2 femmes promettent de revenir faire le ménage dans quelques jours. Isabelle et Mélissa reviennent la semaine suivante avec une nouvelle tarte au flan. J'ai repris donc le quartier. J'ai mangé. J'ai mangé. Et je crois que tout doucement, je me suis senti partir. Julien tombe inconscient. Très vite,
Les deux femmes retournent les tiroirs et volent les 800 € de pension que perçoit le vieil homme, qui sombre dans un coma profond. Transporté à l'hôpital, sa vie ne tient qu'à un fil. Un vol et une tentative de meurtre commis à l'aide d'un gâteau empoisonné, la justice ne croit plus au hasard. Nous avons opéré quelques vérifications. Effectivement, il y avait des points sérieux de convergence entre les deux histoires et nous avons récemment saisi la juge d'instruction de ces faits qui ont été commis dans un autre arrondissement judiciaire. Selon les enquêteurs, il ne fait plus de doute que Julien, Daniel et Mathilde sont les victimes de Jacqueline Dert, Isabelle et sa compagne Mélissa. D'ailleurs, Isabelle Dert n'est pas une inconnue pour la justice. La jeune femme aux allures de garçon manqué a déjà tué. C'était en mai 1998. Isabelle avait assassiné Rosita de Smet, sa compagne de l'époque. Nous avons retrouvé la mère de Rosita. Julienne se souvient du calvaire enduré par sa fille. Elle me manque beaucoup. C'était une bonne fille qui n'hésitait pas à donner un coup de main. Elle est tout simplement tombée sur une mauvaise copine. Pourtant, quand Rosita rencontre Isabelle, c'est le coup de foudre. Mais Isabelle est très jalouse, très violente aussi. Rosita me disait souvent qu'elle avait des problèmes avec Isabelle, qu'elle était très jalouse. Je lui disais de ne pas se laisser faire. Elle disait d'accord, mais Isabelle ne la laissait pas tranquille. Tout ça se déroule dans un milieu en fait quand même assez marginal. Tout ça se passe, tout ce petit monde se voit dans les cafés de René où tout le monde boit et boit beaucoup même. Le 22 mai 1998, Isabelle devient folle de jalousie. Une jalousie qui l'entraîne jusqu'au crime. Un jour, Rosita et Isabelle étaient chez Jacqueline, la mère d'Isabelle. Et Rosita a dû se rendre aux toilettes. Elle pensait être seule lorsqu'Isabelle l'a attrapée par derrière. Elle l'a frappée, puis s'est mise à étrangler Rosita sur la cuvette des WC. Isabelle entraîne donc son amie dans les toilettes. Elle veut en finir avec Rosita. Isabelle serrait tellement fort qu'elle en avait mal aux mains. Elle a un peu relâché prise. Rosita lui a glissé un « je t'aime ». Mais Isabelle a serré encore plus fort jusqu'à ce que ma fille rende son dernier souffle. Isabelle a tué Rosita par jalousie. Mais de qui Isabelle est-elle jalouse? La réponse paraît à peine croyable. Il y avait la jalousie, mais en fait Isabelle disait aussi qu'un jour, 2 semaines avant l'assassinat, elle a trouvé Rosita au lit avec la mère d'Isabelle. Donc Isabelle dit ça a été un grand choc pour moi. Et de ce jour, j'étais très très fâché contre Rosita. Voilà, si c'est vrai ou pas vrai, on ne sait pas. Isabelle aurait donc étranglé Rosita parce qu'elle l'aurait trouvée au lit avec sa mère. Pourtant, Julienne, la mère de Rosita, ne peut pas croire qu'Isabelle ait agi seule. Et ses soupçons se dirigent vers Jacqueline, la mère d'Isabelle. Depuis le début de cette affaire, j'ai une conviction. Isabelle n'a pas pu tuer ma fille toute seule. Elle a dû avoir de l'aide. Et je suis persuadée qu'elle a bénéficié de la complicité de sa mère, Jacqueline. Après le meurtre, ma fille a été lavée. Elle a dû être portée dans le bain, puis il a fallu la ressortir. Et Rosita n'avait pas une taille mannequin. Elle pesait environ 80 kilos. À la dernière journée du procès, Isabelle a même changé sa déclaration et elle a dit « c'est pas moi qui a tué Rosita, c'est ma mère, Jacqueline, qui a tué Rosita ». Et il y avait des éléments pendant le procès qui semblaient quand même prouver que c'était peut-être possible. Jacqueline a-t-elle été la complice de sa fille dans le meurtre de Rosita? La question reste posée.
et seule Isabelle sera condamnée à 25 années de prison. Pourtant, au cours de ce procès, un témoin de moralité va tout faire pour sensibiliser le jury. Ce témoin n'est autre que Mélissa, la nouvelle compagne d'Isabelle, et sa complice dans le meurtre d'aujourd'hui. Après 9 années de détention, Isabelle bénéficie d'une libération conditionnelle. Mais comment comprendre que la justice ne soit pas intervenue après la tentative de meurtre sur Julien ? Il savait qu'il l'accueillait chez lui, donc quand il est sorti du coma, qu'il est rentré chez lui, qu'il a vu que ses économies avaient disparu, il a pu dire aux enquêteurs qui il avait accueilli, pourquoi, etc. et faire appel à la police. Pourtant, au moment du meurtre de Daniel et Mathilde, elles étaient toujours en liberté. Donc on se demande un petit peu, c'est un peu interpellant, parce qu'on se demande pourquoi finalement on n'a pas pu plus vite les auditionner à propos de ce gâteau qui l'avait mis dans le coma. Julien, lui, explique qu'il n'a jamais fait le lien entre Jacqueline et sa fille Isabelle. Il avait décrit à la police 2 jeunes femmes au look masculin, mais dont il ignorait les noms. Un détail qui aurait sans doute évité la mise à mort de Daniel et Mathilde. L'après-midi du double meurtre, Janine, leur femme de ménage, a été envahie par un pressentiment. Une irrésistible envie de passer chez Daniel et Mathilde. Fallait-il y aller? Ou Janine a-t-elle bien fait d'y renoncer? Et comme j'étais seule chez moi, je me suis habillée, je me suis dit, je vais prendre ma voiture et passer. Et si elles sont là, s'il y a une voiture, je rentrerai pour éviter qu'elles donnent de l'argent. Mais au dernier moment, je me suis désistée. Vous étiez déjà dans votre voiture et vous avez... Oui. Après, j'ai dit, bon, s'il a envie de donner de l'argent, c'est son problème. Je suis retournée chez moi. Et j'ai continué à regarder ma télévision. Et c'est un bien et c'est un mal. S'ils étaient occupés à 3, bon, sur moi, je crois que j'y serais restée aussi. Ou s'ils n'avaient pas encore mangé le gâteau. Mais je crois que si j'étais venue, je serais passée au même sort qu'eux.